Bonjour à toutes et tous. Dans cet exposé, nous allons aborder la question de l'approche processus et essayer de voir si ça a un intérêt pratique dans un laboratoire de biologie médicale. Alors, le sommaire de cet exposé comportera 4 axes. Un rappel des exigences des normes ISO, de la norme ISO 1589 plus précisément. On parlera de la réalité du terrain, celle qui est constatée dans des audits d'accréditation précisément. On fera un rappel nécessaire sur ce que sont les processus et l'approche processus. On regardera comment on peut faire évoluer les choses dans un LBM et qu'est-ce qui va changer finalement. Alors, les objectifs pédagogiques de cette présentation sont au travers d'exemples concrets tirés de la vie d'un laboratoire qui a mis en place la démarche processus. Donc démystifier l'approche processus et la rendre simple et compréhensible. Vous donner des outils pour que vous puissiez repenser votre organisation à l'aide de l'approche processus. Vous permettre de mettre en place un management participatif, c'est-à-dire un partage des délégations de tâches et de responsabilités, car ça c'est un des axes importants de cette démarche. Et enfin vous exposer comment mettre en place une organisation selon l'approche processus. Alors tout d'abord, les exigences de la norme ISO 1589 et la réalité du terrain. Si vous lisez la norme 1589 version 2012, vous verrez le mot processus dans de multiples endroits. J'en ai relevé 2 au hasard. Donc au chapitre 4.1.2.6, la direction du laboratoire doit s'assurer que des processus de communication appropriés sont établis, etc. Et que la communication relative à l'efficacité des processus préanalytiques, analytiques et post-analytiques. On retrouve au 4.1.2.7, pour le chapitre relatif aux responsables qualité, s'assurer que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, mis en œuvre et conservés. Autrement dit, sur ces 2 exemples-là, on voit que les processus s'appliquent à tous les niveaux du laboratoire, à tous les chapitres de la norme, que ça soit donc managérial, organisationnel ou technique. Alors maintenant, la réalité est parfois dure à entendre, mais il faut bien l'affronter. Et celle-ci vient des audits COFRAC. Ils ont eu la bonne idée de faire des statistiques des écarts qui ont été relevés dans les audits d'accréditation. Et en 2012, ils ont fait une publication autour de ces statistiques. Et si on prend la seule partie 4 de la norme 1589, le management de la qualité, on s'aperçoit que 4 éléments ressortent. Tout d'abord, la gestion documentaire, puisqu'il y a 21% des écarts qui tombent là-dedans. Les audits internes, l'amélioration continue, et enfin l'organisation du laboratoire. Et ces 4 sections-là sont précisément couvertes par une approche processus bien pensée, permettrait d'éviter un certain nombre de problèmes en ce sens-là. Donc ça montre que c'est un problème qui est prégnant, et il y a une explication à ça. En fait, l'approche organisationnelle des laboratoires est traditionnellement centrée sur les procédures. Bon, c'est une logique qui a été mise en place avec certaines démarches d'assistance pour les laboratoires. C'est essentiellement sur l'écrit. Alors, la rédaction de fiches de non-conformité en fait partie aussi. Le problème, c'est que dans tout cela, il n'y a pas de partage de tâches dans le management de qualité à proprement parler. Et on constate régulièrement des manques d'implication de toute l'équipe. Il y a un manque constant de dynamique d'amélioration continue. Et en fait, la démarche d'accréditation, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on met en place un fonctionnement, on analyse les dysfonctionnements et on essaye de l'améliorer. Et dans un certain nombre de laboratoires, pas d'audit, pas de revue des engagements pris non plus. Autrement dit, la fameuse route de Deming, que l'on symbolise par le PDCA, ne fonctionne pas bien. Quelques rappels nécessaires sur les processus, la définition et la description. Alors, la définition d'un processus, vous retrouverez ça sans problème dans des ouvrages de la norme ISO. Le processus est un enchaînement d'activités qui part d'une donnée d'entrée, ici, un enchaînement donc d'activités, et on obtient une donnée de sortie, une réponse, un résultat.
si on veut décrire un processus, il faut commencer par intégrer le fait qu'il y a 3 types de processus. Les processus dits de réalisation ou processus métier, ce que le biologiste et son équipe connaissent le mieux. Ensuite, les processus support et les processus de management. Et à chaque processus, il faut y associer la notion d'une structure de pilotage. Et à chaque structure de pilotage, il faut y apporter des outils de gestion, des indicateurs de fonctionnement, des moyens de suivi au travers des revues et des audits. Et il y a la notion de rapport d'activité qui permet après de faire un reporting en anglo-saxon ou informer tout au moins le reste de l'équipe de management. Alors, si on parle processus de réalisation, le processus métier, dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? On prélève, on analyse, on transmet, on interprète, mais aussi, plus récemment, avec justement la version 2012, conseiller les cliniciens et les patients. La fameuse notion de prestation de conseil et de valeur ajoutée en termes médicaux. Donc, si on veut décrire ça, on va donc se retrouver avec comme donnée d'entrée des demandes et attentes des usagers de soins. Ce peut être donc des cliniciens qui vont vous poser des questions au niveau des conseils en matière d'analyse, des patients qui peuvent demander à comprendre leurs résultats d'analyse. Mais à côté de ça, il y a évidemment l'activité traditionnelle, donc un premier processus qui consiste, un sous-processus tout au moins, qui consiste à accueillir les demandes, éventuellement prélever des échantillons, sinon à partir d'échantillons apportés, réaliser un pré-traitement, puis réaliser les analyses, puis valider, transmettre les résultats, et en données de sortie, qu'est-ce que l'on a? Un résultat transmis dans des délais qui ont été définis, et une satisfaction du client, entre guillemets, qui soit le prescripteur ou l'usager de soins. Donc le processus métier, c'est la relation directe avec le patient, le prescripteur, le donneur d'ordre, et la réalisation des actes métiers purs et durs. Si on considère maintenant les autres processus, pour faire le métier, vous avez besoin de moyens, de ressources, autrement dit, et le processus support apporte ces ressources. En l'occurrence, il vous faut des ressources humaines, des équipements, un système informatique, une logistique, quand vous avez des systèmes de ramassage de prélèvements, un support documentaire, vous faites des achats de fournitures, éventuellement une gestion financière, et en ce qui me concerne, j'avais rajouté l'hygiène, sécurité, environnement comme processus support également. Et ici, vous avez donc la symbolique de notre cartographie de processus. Les processus support chez nous sont identifiés par la lettre S, S1, S2, S3, S4, jusqu'à S7, et on retrouve les éléments que j'ai énumérés ci-dessus. Justement, quand on parle de ces processus support, il est bon de faire un peu de communication parce que dans certains établissements de soins, le personnel se sentir comme processus support vit ça pas toujours très très bien. Donc soyez très pédagogue. Processus de management. Tout ce qui touche au pilotage de management et au pilotage et management de l'entreprise, ce seront donc des activités de supervision et de direction. Donc on va retrouver le management général de l'entreprise et le management de qualité. Et dans cette symbolique que j'ai apportée, donc le management M1, qui sont les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est la cellule supérieure de direction. Et le management M2, c'est le management de la qualité. Et on voit qu'ils fonctionnent eux-mêmes en interaction. Et cette interaction ici symbolise tout simplement la fameuse revue de direction où la cellule qualité va reporter au niveau de l'ensemble de la direction. La direction va prendre des décisions qui vont redescendre vers la cellule qualité qui va l'appliquer ensuite. Alors, qu'est-ce que ça donne quand tout ça va être mis en place? On a ici donc les processus métiers qui sont encadrés par les processus support. Donc, les processus support servent au métier. Le management va donner des directives qui vont être appliquées au niveau des supports. Et quand il y a des problèmes particuliers dans la réalisation du métier, les informations remontent vers la cellule de management qui le reporte, prise de décision, application. Et autre donnée importante pour la cellule qualité, c'est suivre la satisfaction du client pour savoir si tout fonctionne bien et adapter en fonction.
Alors, comment faire évoluer les choses? Parce qu'évidemment, là, on est dans la théorie, et puis il faut pouvoir appliquer ça, et ce n'est pas toujours évident. Déjà, il faut intégrer cette notion de processus et comprendre l'intérêt. Alors, surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est écrire l'entreprise, redéfinir l'entreprise, réécrire de nouvelles procédures. Si vous mettez tout par terre, vous repartez à zéro complètement. Donc, ce qu'il faut, c'est redéfinir d'abord le rôle des acteurs du laboratoire. Je pense que l'approche processus, c'est beaucoup plus une question d'homme qu'une question d'écrit. Il faut que chacun se sente impliqué. C'est toute la difficulté qu'ont les laboratoires avec une culture par l'écrit, c'est que personne ne se sent impliqué là-dedans, et finalement, tout retombe sur les épaules de la cellule qualité qui va devoir rédiger des documents, et ça devient le pinceau éternel. Il faut partager le travail pour plus de proactivité, donc c'est comme ça qu'on va faire participer toute l'équipe. Il faut repenser et simplifier, si besoin, les logiques de travail. Pourquoi est-ce que je fais cela? Et si je faisais ainsi, est-ce que ça ne serait pas plus simple et plus profitable? C'est ce qu'on appelle le re-engineering en anglo-saxon. Pardon pour ce terme barbare, mais il est assez explicite. On repense le processus. Il faut rendre plus cohérent l'articulation qualité-management de l'entreprise. Parce que dans beaucoup de laboratoires, la cellule qualité est une espèce de verrue sur lequel on reporte beaucoup de travail. Et en fait, tout le monde devrait s'impliquer dans cette affaire-là. Donc c'est manager autrement et faire participer pour être plus efficace. Alors manager les processus, qu'est-ce que ça va être? Il faut commencer par définir les processus, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Ensuite, il va falloir les décrire, définir les points critiques, définir des indicateurs de suivi, de performance, et puis surtout, il faut définir le pilote de processus. En étant assez pédagogue là aussi, parce que la première chose qu'il va craindre, il va se dire « j'ai déjà pas mal de travail, et qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ?» Alors, la définition du processus, c'est d'abord savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on est dans un processus métier, un support ou un management? Bon, ça, c'est relativement simple avec tout ce que vous avez vu auparavant. Pour décrire le processus, vous avez plusieurs solutions. Alors, soit vous prenez votre bon traitement de texte favori et puis vous commencez à décrire. Exemple, ce processus définit les activités successives pour réaliser les contrôles de qualité, blabla, etc. Ce qui peut être plus intéressant, c'est d'utiliser cette description écrite, mais de faire un schéma en logigramme. Parce que le logigramme permet tout de suite de mieux visualiser les choses. C'est d'abord pédagogue, et en plus de ça, ça vous oblige à repenser, à réfléchir à ce que vous allez mettre en place. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des étapes qui sont parfois inutiles à décrire, ou qui sont sans intérêt, et c'est comme ça que vous allez illustrer les points critiques de votre processus. Alors attention, d'écrire un processus, ce n'est pas écrire une procédure non plus. Nous avons, dans notre cas personnel, des fiches de description des processus qui permettent à toute personne arrivant dans l'entreprise de comprendre instantanément de quoi il est question. Tout est décrit, elle sait à quoi ça correspond, elle sait qu'il y aura tel pilote, qui sont les acteurs du processus, quels sont les documents supports. Vous verrez dans un exemple dans quelques instants. Finalement, le processus, c'est une logique de fonctionnement, et la procédure, c'est la description de ce qui doit être fait. Je vous ai parlé de logigramme. Alors, vous pardonnerez un petit peu la taille faible des caractères, mais quand on veut faire entrer un logigramme aussi pointu, c'est pas toujours facile. Donc ici, c'est le logigramme de gestion des contrôles de qualité, et finalement, vous apercevez que si je vous montre ça, c'est finalement pour que vous compreniez comment fonctionne le logigramme. Le principe du logigramme, vous avez une donnée de départ, une donnée d'entrée, une donnée de sortie, et vous allez avoir un certain nombre d'options. Donc en l'occurrence, vous avez ici un analyseur qui est mis en route. La première question qu'il faut se poser pour mettre en place un contrôle de qualité, c'est le mode de travail de l'analyseur. Si l'analyseur travaille avec des séries uniques par jour, vous allez passer un contrôle. Et il va fonctionner sur un début de série. Si vous avez plusieurs séries par jour, vous allez passer plusieurs contrôles. Et ainsi de suite, vous allez symboliser tout le mode de fonctionnement pour la gestion du contrôle de qualité. Et donc, vous avez ici des options, et avec parfois des réponses oui-non, et à chaque fois, vous apportez l'étape suivante en fonction du oui, du non, et vous arrivez à une situation qui est généralement la résolution de la question posée.
Alors, je vous avais montré un logigramme métier. Ici, c'est un autre logigramme, c'est gérer les compétences. Et là, on retrouve la même logique. L'essentiel, c'est que ça soit simple et clair à lire. Ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Eh bien, ce qui se conçoit bien se décrit bien aussi graphiquement. Et à partir de là, vous avez quelque chose qui va devenir limpide. Et c'est un excellent outil de formation pour votre personnel. Maintenant, je vous ai dit, vous pouvez parfaitement utiliser votre traitement de texte favori. Voici une fiche de description de processus telle que je l'ai conçue. Donc, un nom de processus, en l'occurrence, c'est le processus support, gérer les effectifs. Le titre de processus est référence. Alors, ce processus-là est lui-même un sous-processus, support, S4, EF, qui signifie chez nous effectif. Bien. Définition. La gestion des effectifs est un processus déterminant dans le fonctionnement du laboratoire, dans la mesure où il est nécessaire de disposer de personnel en nombre suffisant pour pouvoir réaliser toutes les tâches. Quels sont les clients du processus? Les biologistes responsables des sites et des secteurs, c'est eux qui vont avoir besoin d'effectifs. Dans un groupe de laboratoire, vous allez avoir un responsable DRH, et donc les biologistes vont dire il nous faudrait 2 techniciens de plus parce que d'un seul coup, l'activité vient d'augmenter. Où nous nous sommes rendus compte en faisant une analyse de satisfaction client que 3 secrétaires à l'accueil n'étaient pas suffisantes et que si on en prenait une 4e en plus, bien d'un seul coup, la satisfaction augmentait. Donc, il y a des notions de client de processus. Mais il y a une notion aussi d'acteur de processus. Qui va intervenir? Le biologiste DRH et le personnel affecté aux ressources humaines. Et le pilote de processus, on le définit, ce sera le biologiste DRH qui va devoir tout piloter. C'est-à-dire qu'il va revoir l'organisation documentaire, revoir ses processus de travail, étudier les dysfonctionnements qui se produisent dans son activité, et c'est lui qui en fera un report ensuite en revue de direction. En données de sortie, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement des besoins de ressources humaines au niveau des plannings de travail. Non, ça c'est les données d'entrée, pardon. Et en données de sortie, il nous faut des effectifs adaptés aux besoins de l'entreprise. Et on définit des indicateurs qualité. Donc peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans cet exemple-là, on avait calculé par rapport aux les heures supplémentaires, par rapport au nombre d'heures théoriquement travaillées. Et avec un objectif de 10% qui était une valeur arbitraire, il n'y a pas de règle mathématique en ce genre de choses, et qu'on affinerait au fur et à mesure de l'utilisation de l'indicateurs. Et les ressources support, l'outil informatique, l'outil d'évaluation des compétences, et une assistance juridique et sociale d'un cabinet d'expertise comptable qui nous aide dans ce sens. Et enfin, les documents support, le code du travail, les procédures de gestion et les formulaires de recrutement. Voilà, donc tout est décrit, on sait qui fait quoi. Et ensuite, sur ce même document qui circule dans l'entreprise, il y a la description du processus sous forme d'un logigramme. Alors, définir les points critiques. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il est bon que le pilote de processus soit celui qui agit régulièrement dans ces tâches-là. Il s'agit de repérer les sources potentielles de dysfonctionnement, car c'est là-dessus que le pilote de processus va travailler pour surveiller que tout va bien. Et c'est l'intérêt du logigramme, comme je vous l'expliquais auparavant. Alors, on arrive à un autre point que j'ai évoqué dans la description de processus, les indicateurs de performance. L'idée, c'est de fournir un moyen simple pour que tout le monde puisse visualiser ce qui se passe. Si vous faites une usine à gaz, ne vous fatiguez pas, ça ne marchera pas. Si c'est trop long à calculer, les gens se perdront dans les détails et l'indicateur ne sera pas suivi. Et ces indicateurs, ils doivent répondre à un besoin et ils doivent être intégrés dans un tableau de pilotage. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est de pouvoir animer la revue de direction avec ces indicateurs pour faire le point complet sur toute l'entreprise. Alors quand vous avez un laboratoire qui est informatisé au niveau du SMQ, système de management de la qualité, généralement vous avez la possibilité de faire afficher en permanence des indicateurs. Et je sais que par exemple dans notre secteur technique, les techniciennes sont avides de voir l'évolution des indicateurs mensuels sur les performances techniques des postes quand on reçoit justement les traitements externalisés des contrôles internes ou les évaluations des EEQ. Elles regardent tout de suite et ça permet de faire une interaction immédiatement.
Le pilote de processus, qu'est-ce qu'il va faire? Sa mission, ça va être de manager le processus. Alors c'est un grand mot en majuscule pour dire, oh là là, ça va être difficile. Non, pas du tout. En fait, il faut lui expliquer qu'il va devoir planifier les revues de processus. C'est à lui de s'organiser. Récupérer les données d'information, alors de quoi il va avoir besoin, les indicateurs dont on vient de parler, les fiches de non-conformité, les fiches d'amélioration, les suggestions du personnel, c'est pas toujours facile, mais il y a des moyens pour le faire. Justement, avec l'analyse de risque, on avait utilisé ces moyens-là. Les résultats des audits internes. Il doit faire le point sur le support documentaire lié au processus. Et il faut absolument qu'il conclue sur la revue de processus et préparer un rapport de synthèse pour la revue de direction. Finalement, un schéma est bien plus simple qu'une longue liste. On voit ici, au milieu, la conclusion sur l'efficacité. Ça, c'est le cerveau du pilote de processus. Il va récupérer donc les fiches de non-conformité. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Les résultats des audits, les suggestions du personnel, le support documentaire. Et c'est lui qui va en rendre compte ensuite en revue de direction. Alors, cartographie des processus, je vais vous montrer, alors c'est peut-être pas lisible, mais ce qu'il va falloir que vous reteniez simplement, c'est que certains outils informatiques vous permettent de faire les enchaînements des processus. Donc c'est un logiciel qui est très répandu dans les laboratoires et qui permet de faire apparaître ici le processus M1 de management, et ici le management de qualité, et ici on retrouve juste après l'ensemble des processus de réalisation. Donc on peut décrire si c'est un processus de pilotage, un processus opérationnel, à quel site il s'applique, etc., etc. Donc la deuxième diapositive est finalement la suite que j'avais mis là pour vous montrer qu'il y avait d'autres descriptions dans les processus de support. Alors, le bon pilotage de processus. Il faut planifier des revues de processus. Alors c'est une façon de se simplifier le travail de revue de tout ce qui se passe dans le laboratoire. Si vous voulez tout mettre en audit, c'est très compliqué, et à moins d'avoir, surtout quand vous avez de nombreux sites, et à moins d'avoir une structure qui fasse beaucoup d'audits, il faut à un moment donné trouver un moyen de se soulager le travail de ce côté-là. Les revues de processus permettent de voir rapidement si les choses vont bien. Elles viennent compléter les audits. Vous structurez les revues, alors chez nous, nous structurons les revues avec des grilles de points et des items à passer en revue. Et comme c'est informatisé, c'est systématisé, et on doit répondre à un certain nombre il ne s'agit pas de cocher des cases, ce n'est pas des réponses oui-non, c'est vraiment des items qu'il faut revoir. Et on rajoute en fiches, en pièces jointes, les fiches de non-conformité, les plans d'action qui ont été décidés, et on peut lier les indicateurs qui sont gérés par la même application informatique. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une conclusion sur l'efficacité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons un agenda qui est intégré dans le système de management de qualité, et il est marqué ici que le 29 septembre 2015, il va falloir faire les revues de processus M1, et on va voir la revue des indicateurs qualité associés, le bilan des fiches de non-conformité, le bilan des actions préventives, les propositions d'amélioration de la part du personnel. Donc ce sont des items qui reviennent systématiquement et pour lesquels il faudra que quelque chose soit annoté. Alors ça, c'était la planification. L'exemple de revue de processus, ici, les documents liés au processus, on voit, la plupart des documents support sont bien liés au processus dont ils dépendent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une indexation dans le descriptif du document qui rattache bien ça au processus, donc le pilote pourra gérer les documents en sélectionnant avec une clé de tri, mais il faut revoir les indexations car certains documents avaient été rédigés avant la mise en place de l'organisation processus, et on se retrouve finalement avec deux structures documentaires, pratiquement. C'est-à-dire une référencée par processus et l'autre avant. Donc j'avais marqué cette conclusion-là et il fallait, coûte que coûte, faire une action en ce sens-là. Et puis, deuxième élément qu'on avait regardé, certains indicateurs ne posent aucun problème de suivi car ils étaient déjà opérationnels. Par contre, certains indicateurs concernant les processus support ne sont pas actifs. Et en fait, c'était le défaut de la mise en place de la démarche processus, le temps que les autres pilotes intègrent qu'il fallait qu'ils fassent certaines tâches en plus. Depuis, je suis rassuré, ça marche. Exemple de conclusion de revue.
Alors, la conclusion générale est écrite ici, et puis on voit donc dans le système informatisé les services qui sont concernés, bon, peu importe. Mais la conclusion générale, un effort de sensibilisation et accompagnement est de toute évidence nécessaire pour que l'organisation des processus soit définitivement opérationnelle. Donc bien évidemment, on fait de la communication, il faut savoir y mettre un petit peu les formes et un peu d'humour. Alors, qu'est-ce qui change au final ? Finalement, c'est peut-être la seule question qui vous intéressait, je suppose. Cela a-t-il du bon ? Eh bien, je vais répondre par des faits tout simples. Avant, donc au siècle dernier, si j'ose dire, pour 50 salariés et 6 responsables de laboratoire, seules 2 personnes, dont un seul biologiste, supportaient toute la tâche d'animation du SMQ, ce qui voulait dire qu'il y avait un retard considérable pour un certain nombre de tâches dans la qualité, et puis un surcroît de travail. Et quand je dis surcroît de travail, parfois on peut le payer très cher. Et en plus, l'audit COFRAC, puisque nous sommes en démarche d'accréditation, les audits COFRAC venaient nous voir régulièrement, ils nous disaient « mais c'est bien gentil tout ça, mais vos audits internes, vous ne couvrez pas l'ensemble de l'organisation. Donc écart ». Donc un beau jour, je me suis réveillé de très mauvaise humeur, en tout cas de plus mauvaise humeur que les autres jours, et puis j'ai dit « on met la branche processus », et depuis, miracle, je crois au miracle maintenant, les 6 biologistes sont tous pilotes de processus, ils animent chacun leur équipe de gestion de processus, ils assurent les revues, ils revoient les documents. 3 auditeurs maintenant en interne, et au dernier audit COFRAC, aucun écart sur le management de qualité. Entre autres termes, yes. Deuxième point, le système documentaire indexé par processus. On sait quel document sert à quoi et à qui. Et ça, c'est intéressant. Ce sont les pilotes de processus qui révisent les documents et non plus le pauvre responsable qualité qui n'en pouvait plus. Le nombre de documents a diminué, de 20% en l'occurrence chez nous. Les plannings d'audit sont structurés par processus. C'est plus simple à gérer et il n'y a plus d'oubli. Et les secteurs clés de l'entreprise, maintenant, sont suivis par des indicateurs, y compris la gestion financière. Alors, dernier point pour savoir si ça a du bon, c'est l'amélioration continue du fonctionnement est plus visible. En lieu et place d'une structure unique de gestion des dysfonctionnements, la cellule qualité, finalement, c'est plusieurs sous-unités. On ne parle plus, finalement, on pourrait raisonner de la façon suivante, ce n'est plus un PDCA qui tourne pour tout le monde, c'est plein de petits PDCA qui tournent, et finalement, c'est en revue de direction qu'on voit que tous les petits PDCA fonctionnent. Et avec les responsabilités à assumer en cas de dysfonctionnement. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous devriez retenir de ce brillant exposé ? L'approche processus permet de partager et déléguer des tâches et responsabilités dans l'organisation, et ça, c'est un management qui est très valorisant. Vous avez des personnes qui, d'un seul coup, ont des missions, et pas simplement d'assurer des analyses, ou d'assurer des accueils, ou d'assurer de la gestion documentaire. Vous avez des indicateurs de pilotage qui seront compris et suivis par les personnels concernés. Et là, vous avez donc des tableaux de bord de pilotage qui permettent à chacun de voir finalement que l'entreprise marche bien. Vous planifiez mieux les audits et les audits internes et les revues. Et vous rendez surtout les revues de direction plus dynamiques et interactives qu'une litanie d'éléments informatifs. Je vous remercie pour votre attention.